Bonsoir, mon nom c'est Carlos Avillon. J'ai beaucoup de collègues. On essaye de fonder un canal de télévision qui se concentre dans le sujet des changements climatiques, le réchauffement de la planète. On est basé en Honduras, en Amérique centrale, et on est très concerné parce que depuis très longtemps, il y a eu un considérable déboisement de la forêt tropicale de cette région. Et de la région de l'Amérique centrale, et Honduras, c'est le pays qui a le plus souffert de déforestation. Et on estimait qu'à peu près 50% plusieurs études, tout simplement les observations que n'importe qui peut faire avec les photos de Google Earth et de Google Monde et dans l'Internet, il peut voir ces photos satellites, comment il y a la plupart, en tout cas en Honduras surtout, mais aussi des autres pays voisins, surtout le Guatemala, El Salvador, Nicaragua, sont énormément touchés par la déforestation. Évidemment, la déforestation a un effet très négatif sur le réchauffement de la planète, sur l'augmentation de la température globale, parce que les forêts en général, mais surtout les forêts tropicales, ils sont capables de fixer, d'espèces d'absorber les dioxydes de carbone, que c'est les gaz à effet de serre le plus problématique, les plus menaçantes, parce que ce qui est émis dans plus grande quantité à niveau mondial. Alors, c'est une situation vraiment dramatique. Honduras et la région de l'Amérique centrale s'est déclaré récemment en 2010 cette conférence au Danemark sur les changements climatiques a classifié Honduras avec deux autres pays du monde comme celui qui a plus de risques pour les anomalies violentes qui de plus en plus prennent la nature, sécheresse plus dure, de plus en plus des ouragans, aussi des pluies diluviennes qui de plus en plus touchent, détruisent la production agricole, détruisent les maisons, surtout des personnes les plus démunies dans ce pays, les paysans, et tuent énormément de gens. Le dernier grand ouragan en 1998, Honduras a tué comme 14 000 personnes et en Nicaragua a tué comme 10 000. C'était l'ouragan Mitch. Et des pistons, même des pluies normales, ils font de plus en plus de ravages dans tous les aspects. Mais aussi les sécheresses deviennent de plus en plus fortes. Alors, c'est des situations qu'on voit partout dans le monde, des fluctuations plus violentes de la nature. Et, sont en train de, justement, il y a quelques jours aux États-Unis, on a vu des tornades, des fortes ventes au centre du pays qui ont été plus meurtriers que n'importe quel autre depuis 1925. Alors, on voyait en Amérique centrale une progressive diminution. Par exemple, si on prend des statistiques comme par exemple de 1950 jusqu'à les années 80, début des années 90,
on a vu une diminution progressive des quantités de morts qui, par exemple, un orcan dans l'échelle 3 ou 4, 5 tués. Mais à partir des années 90, on a vu une augmentation sur la quantité de gens. Et le normal serait été que ça aurait continué à descendre parce que c'est bien vrai que les pays de l'Amérique centrale sont des pays pauvres, pas tous, mais en tout cas le Costa Rica, le Panama, qui sont ceux qui ont le niveau de vie, la moyenne, le revenu par tête le plus élevé. Ils sont tout de même pas des pays riches, mais des pays de revenus moyens, et pas des pays du tiers-monde comme le Nicaragua, l'Honduras, le Salvador, le Guatemala, mais ils n'ont pas non plus des pays riches, des pays développés. Alors, on voit que la tendance normale pour n'importe quelle sorte de pays en voie de développement, au pays du revenu moyen, au pays développé, c'est que avec le passage du temps, on a vu une diminution de la quantité des meurtres par Orcan, par exemple. Mais on vient de voir que ça a changé la direction. Et aux États-Unis, on vient de voir ça, un pays très développé, et néanmoins a eu une quantité de morts, cette tornade, enfin, plus fort qu'auparavant. On estime qu'elle était encore plus fort que celle de 1925. Celle de 1925 était un problème plutôt du moment dans leur histoire qui était encore un pays relativement sous-développé. Pour l'époque, il était parmi les pays les plus riches du monde, mais relatif au développement d'aujourd'hui, c'était des revenus plus bas. Et pourtant, les maisons étaient construites avec une technologie moins forte que celle d'aujourd'hui. Néanmoins, et on voit ces destructions au niveau mondial de plus en plus. Alors, où ce qu'on veut en venir, c'est qu'en Amérique latine, surtout en Amérique centrale, et ces 4 pays les plus démunis, les plus pauvres, Honduras, Nicaragua, Guatemala et El Salvador, et comme ils sont les plus pauvres, les questions de l'environnement, les questions des déboisements, des déforestations, sont des questions qui ne prennent pas la priorité dans la discussion. Mais on est intéressé à le rendre les discussions, le sujet le plus important. Moi, j'ai fait des études pas en France, mais juste à côté, à Genève, en Suisse. J'ai passé de très longues années là. J'ai fait un diplôme, un doctorat en relations internationales à l'Université de Genève. Et j'ai fait un post-doctorat en histoire économique aussi à l'Université de Genève. Et aussi un post-doctorat en histoire économique à l'Université Ludwig Maximilian au Munich, en Allemagne. On a fait des énormes études. Moi, j'ai aussi publié 3 livres en New York avec des très prestigieuses maisons d'édition académiques dans le sujet plutôt des croissance économique. J'ai développé de nouvelles idées sur des nouvelles concepts sur politiques économiques qui pas seulement sont capables d'accélérer les taux de croissance économique considérablement, mais aussi le faire d'une façon qu'il n'y a pas ou presque aucun dommage pour l'environnement. Alors, on veut changer la dynamique de la discussion politique en Amérique centrale. Et pour ça, on a besoin de développer une chaîne de télé qui se concentre ça serait la chaîne du changement climatique. Bien sûr, en notre discours, notre programme, ils seront en espagnol, c'est la langue locale. Mais on va poster, on va être en Internet et on attend, on espère qu'il y en aura des gens en France, en Europe,
au Québec, en Belgique, aux États-Unis et partout dans le monde où il y a une prise de conscience environnementale et surtout du changement climatique. Et on espère qu'ils vont nous aider. Alors, où est-ce qu'on veut en venir, c'est qu'on a une grande capacité pour changer la dynamique de la discussion. Moi, j'ai aussi fait 3 licences en économie, en droit et en philosophie. J'ai fait chacune de mes études dans la moitié du temps normal. J'ai battu le record dans l'histoire de l'Université de Genève à faire un diplôme, un doctorat dans la plus courte quantité de temps. Le normal, c'est 5 ans au plus, la maîtrise et le diplôme et le doctorat, mais je fais tout en 2 ans et je fais même le double des cours qu'on me demandait en montant le livre, et parce que les cours étaient en anglais, j'ai appris le français et l'allemand. Alors, on va faire pause et après, on va continuer à vous présenter ces nouvelles idées qu'on a sur comment accélérer le taux de croissance de la France, de la Belgique, du Québec et de tous les pays de l'Europe et aussi de l'Amérique latine, et sans faire aucun dommage sans faire aucune émanation additionnelle des gaz à effet de serre et changer complètement la dynamique de tout. Alors, il faut que vous restez avec nous et on revient tout de suite. Merci. Alors, moi, je suis retourné en Honduras il y a 3 ans à peu près. Et puis de ce moment-là, j'étais pendant 1 année, 2 années à peu près, j'étais professeur d'économie dans une université privée. Et c'est bien vrai que ça me plaît, l'enseignement, mais j'ai une plus grande passion pour la télé, pour enseigner à travers la télé. Et j'ai développé on a développé des nouvelles techniques, des didactiques qui on arrive à transmettre des compliquées idées économiques, de l'environnement, scientifique en général, à une masse, à une population qui est enfin 15% de la population d'Honduras et à peu près à peu près une quantité similaire des gens dans l'Amérique centrale ne peuvent pas lire et écrire. Et le pourcentage qui peut lire et écrire, c'est bien sûr beaucoup plus grand, mais il ne sait pas grand-chose que lire et écrire. Tout de même, des gens très simples qui, des fois, n'ont même pas un titre secondaire et arrivent à me comprendre parfaitement. Alors, les économistes, ils parlent dans un langage incroyablement compliqué, mais on a développé un langage et des idées plus claires pour transmettre des idées. Alors, on veut d'abord vous montrer des statistiques pour vous rendre à l'évidence que les choses sont pas... pour vous rendre à l'évidence qu'il y a une dynamique différente de regarder la chose à comme on la voit en Europe. Je suis très souvent... Bon, j'ai appris le français et l'allemand avec la télé. Alors, je continue à suivre depuis l'Honduras, parce qu'il y a des chaînes en français ici, et puis en allemand, et on continue à suivre la discussion, surtout politique, dans les 2 pays. Et on voit que les débats sur l'environnement est très souvent lié au coût c'est ce qui va coûter, par exemple, les kilowatts par heure. Et on dit le vent, l'énergie éolique ou l'énergie solaire photovoltaïque n'est pas concurrentielle avec le gaz naturel ou le nucléaire
ou même le pétrole ou le charbon. Alors, mais on veut vous montrer qu'il y a une autre vision du monde et c'est cette vision qu'on veut transmettre aussi en Honduras et convaincre au Congrès, aux politiciens, aux présidents à travers des émissions régulières en masse et de cette nouvelle perspective. Alors, d'abord, on veut vous montrer des statistiques, d'abord sur la France, et des statistiques du dernier 60 ans, des taux de croissance économique. Et vous voyez tout de suite une tendance, les statistiques, s'il vous plaît. Et voilà, vous voyez produit intérieur brut en bleu. Et tout après, on voit une moyenne annuelle de taux de croissance dans les derniers 60 ans à peu près. On voit que le taux de croissance a eu une chute, une progressive descente systématique depuis après les années 60. Les années 50 et 60 étaient les deux meilleures décennies dans toute l'histoire de la France. Et après, on voit en descente, etc., etc. J'ai écouté en Suisse des économistes français qui disaient que c'était insoutenable à long terme la situation des années 60 et 80 parce que c'était une question de reconstruction de la guerre. La vérité, c'est que la France n'était pas énormément détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre, la Grande-Bretagne a été beaucoup plus bombardée, beaucoup plus détruite. Et tout de même, la Grande-Bretagne n'a jamais eu de taux de croissance, même pas comparables. C'était 3% annuel, ce que la Grande-Bretagne a eu dans les années 80 et dans les années 50 et 60. Alors, ça nous dit tout de suite que ce n'était pas cet argument, ce n'était pas valable, ce n'était pas une question de reconstruction parce que la Suisse et la Suède, qui n'ont pas été touchés du tout par la guerre parce qu'ils étaient neutres et les Allemands, les nazis ont respecté cette neutralité. Tout de même, ils ont eu des taux de croissance de 5% annuels pendant 6% même, dans cette période de 20 ans. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une autre chose. Mais on voit cette progressive désaccélération et descente dans les taux de croissance. Et bon, pays comme la France, s'il bien est vrai qu'il y a un taux de natalité très bas, il a tout de même un besoin d'un taux de croissance comme des 3% à long terme. Ça veut dire une décennie et continuer comme ça, ce taux de croissance, pour que les chômages et les sous-emplois n'augmentent. Autrement, il y a des problèmes et la France a des graves problèmes de deux choses, chômage et sous-emploi. Alors, il y a les adversaires d'investir dans de nouvelles technologies comme la aéolique ou la photovoltaïque. Et leur argument, c'est que c'est trop cher, c'est pas concurrentiel. Et ils disent, dans la mesure qu'on a investi plus dans l'environnement, dans l'ensemble, et pas seulement sur des nouvelles énergies renouvelables, et on a vu une descente de taux de croissance. Et comme par exemple, c'est la droite très souvent qui fait le plus l'accent sur les taux de croissance, sur les questions des coûts, des productions de l'énergie, par exemple, de l'électricité. Alors, la droite a eu des meilleurs taux de croissance que la gauche, en France et partout dans le monde, au cours des décennies. Et bien évidemment, les populations ont plus de confiance en matière économique sur la droite. Alors, on veut juste montrer des autres pays. On veut d'abord de toute l'Europe de l'Ouest. On veut montrer les statistiques qui suivent de toute l'Europe de l'Ouest. Et voilà. Et on voit qu'il y a eu la même tendance, presque tous les pays, sans exception, ont vu cette tendance de
des décélérations des taux de croissance, des descentes, chaque fois de plus en plus lents. Et si ça aurait été descendu de 10 à 9, à 8, et maintenant ça serait que 4, 3 même, ça serait tout de même bien, mais c'est plus le cas. Alors, à nouveau, en général, tous les pays de l'Europe, des unes moins que des autres, bien sûr. On a vu, par exemple, l'Allemagne, les pays scandinaviens, on investit comme proportion des produits intérieurs bruts, le total de l'économie, ils ont investi un pourcentage plus grand dans l'environnement, dans ces questions comme leader mondial dans l'énergie éolique, c'est la Danemark. Et deuxième position, c'est l'Allemagne. Et en première position en technologie photovoltaïque dans le monde, c'est l'Allemagne. Alors, et la France a un numéro 1 en nucléaire, mais c'est trop risqué. On vient de le voir avec Fukushima au Japon. Et il faut reconsidérer toute cette vision. Alors, on ne veut pas vous dire à la France, à n'importe quel pays, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, mais on veut juste vous présenter ces nouvelles idées. Alors, on dirait que dans l'Europe, dans la mesure qu'on a plus investi du total de l'économie dans l'environnement, les taux de croissance, on a cette tendance et c'est pour ça qu'il y a tellement de résistance. Aux États-Unis, on connaît mieux que n'importe où, même des présidents démocrates comme Bill Clinton ou Barack Obama n'arrivent pas à signer ces protocoles de Kyoto parce que alors, on descend encore plus. On voit le Japon presque le même phénomène. Ça désaccélère. Ça diminue de plus en plus cette taux de croissance. Le Japon est avec l'Allemagne, leader à la tête dans le monde en technologie solaire. Et on voit ce phénomène, c'est incroyable quand on pense au Japon qui a eu des taux de croissance de 10% les années 50-60 et maintenant on voit mais presque zéro, c'est la stagnation constante dans les dernières 20 ans, surtout les dernières 10. Alors on ne peut pas continuer comme ça, on descend. Et les États-Unis, on voit, c'est pas aussi prononcé, ils n'ont jamais eu des taux de croissance aussi forts dans les années 50-60, comme les pays européens et le Japon, mais tout de même, ils avaient presque une constante descente dans leur temps. Et on voit ces résistances énormes jusqu'au point de nier tous les changements climatiques, toutes les questions de réchauffement. La droite américaine nie le réchauffement de la planète. Mais on vient de voir, il y a on voit la Chine. Et là, c'est là où on nous montre qu'il y a un autre monde. La Chine, c'est encore un pays du tiers-monde. C'est encore un pays avec un revenu par tête de juste $7 000, plus ou moins, et pour l'année 2010, pendant que la France a 33 000, et puis la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest ont des niveaux de développement similaires, des zones un peu plus bas, des zones un peu plus haut. Mais tout de même, ce qu'on voit, c'est que la Chine, au début, voulait rien investir sur l'environnement et surtout sur les combats, sur la diminution des gaz à effet de serre. Mais dans les dernières 10 années, ils ont fait des investissements énormes et ça a augmenté comme proportion du produit national, donc produit intérieur brut, dans des quantités énormes. Et tout de même, le taux de croissance n'a presque pas souffert aucune chute, aucune diminution. Pour l'année 2010, la Chine a dépensé plus dans de l'énergie stricte, complètement renouvelable, comme l'éolique et la photovoltaïque, que les États-Unis, en prenant la première position au niveau mondial. C'est vrai qu'ils ont devenu le plus grand pollueur de gaz à effet de serre dans le monde, de dioxyde de carbone, de méthane. Mais on retourne
et on retourne et oui, mais on voit que les choses ont changé. Bon, on fait une petite pause ici et on retourne tout de suite. Alors, on est de retour et on parlait justement de la Chine. Alors, au début, en 1992, au Rio de Janeiro, quand le monde s'est pour la première fois réuni pour parler sur le réchauffement de la planète, et on a sorti cette idée que les pays en voie de développement, surtout les plus démunis comme l'Inde, la Chine, etc., ils n'allaient pas faire des investissements à réduire les émissions des dioxydes de carbone, des méthane, de ozone, ou de l'oxyde nitreuse, ou des chlorofluorocarbons. Bon, chlorofluorocarbons sont aussi dans un autre traité. Mais disons, ces quatre principaux gaz à effet de serre, parce que ces pays, ça allait freiner, ça allait stopper leur croissance économique. Et bien sûr, la priorité, c'était surmonter la pauvreté. Alors, en général, il y a une idée générale dans tous les pays que ces massifs investissements dans ces énergies renouvelables va causer que les taux de croissance, que ce soit en pays développés, en revenu moyen ou sous-développé, ça va ralentir, ça va diminuer ces taux de croissance et tous les pays ont besoin des taux de croissance beaucoup plus forts qu'ils ont eu dans les années, plus ou moins depuis les années 80. La plupart des pays, presque tous les pays développés et presque tout le temps les pays en voie de développement n'ont des taux de croissance qui suffisent pour leur satisfaire leurs besoins. Alors, il y a cette idée, mais la Chine vient de démonter l'idée principale et surtout l'idée que les pays en voie de développement ne doivent pas faire aucun effort parce que ça va freiner. Disons par exemple ici en Amérique latine, on a des pays qui n'ont jamais eu de taux de croissance comme celle de pays de l'Est asiatique. Les pays de l'Amérique centrale n'ont jamais eu de taux de croissance comme par exemple la France dans les années 50, 60 ou l'Allemagne dans les années 50 qui était 8% annuel. Alors, c'est 3%, par exemple, l'Honduras, l'Amérique centrale, presque toute l'Amérique latine dans les dernières 30 ans. Alors, c'est vraiment lent. Ces pays ont besoin d'à peu près 8% d'une façon constante pour vraiment rapidement, relativement rapidement, surmonter le problème de chômage, sous-emploi et pauvreté. Alors, la Chine vient de montrer que c'est possible d'avoir des taux de croissance très rapide, super, hyper rapide même, d'une façon soutenue, en faisant des massifs investissements dans, par exemple, l'énergie éolique et l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. Alors, la Chine, en étant aussi immense en population et en taille géographique, et ça, c'est un vrai poignée dans la gueule pour tous ceux qui ont dit dans les pays en voie de développement et dans les pays les plus développés que c'est une limitation, que c'est comme un poids lourd qui va nous entraîner au fond de mer et si on fait ces investissements. Alors ça n'a rien à voir, tout simplement il n'y a pas une corrélation, il n'y a pas un parallélisme. On montre que les données montrent que ce n'est pas le cas, mais pour les pays, pour la France, pour le Canada, la Belgique, la Suisse en général, même la Suisse romande, que c'est la région de la Suisse, c'est moins développée que la région suisse alémanique, on voit que c'est pas du tout quelque chose de négatif. On peut obtenir les meilleurs du possible monde, mais quelqu'un dit, mais ces pays, vous parlez de la Chine est un pays de tiers-monde, ça n'applique pas, hein, ces histoires de que ça n'applique pas. La science, c'est toujours universel. Quand Alexander Fleming en 1928 a inventé la pénicilline, ces expériments ont été sur des Britanniques, mais surtout a fonctionné sur des Français et des Arabes et des Africains et des Chinois. C'est la beauté de la science. Quand elle est vraiment la science, ça fonctionne pour tout le monde.
Et la télévision, on a découvert aussi du Britannique en 1925. Ben voilà, ça fonctionne aussi bien ici, en Honduras, ou même des télés qui ont fait, par exemple au Mexique, il y a au Mexique maintenant, c'est de la production là, juste aux frontières avec les États-Unis, c'est une des plus grandes au monde. Alors, il fonctionne aussi bien fait par des Mexicains ou des Chinoises ou qui que ce soit. Et on le voit aussi bien. La science est science. Et quand c'est science, c'est universel. Alors, mais on a des autres statistiques qui montrent que des pays très développés, comme les pays de l'Europe de l'Ouest, peuvent atteindre, en général, tous les pays de l'Europe, peuvent atteindre des taux de croissance forts. Et en faisant des efforts beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus marqués sur la protection de l'environnement et surtout sur la diminution et même élimination des gaz à effet de serre. Alors, on va vous montrer des autres statistiques qui montre cette idée encore plus claire. Alors, regardez ces statistiques, produit intérieur brut par tête de 2010, et on voit la France en 33 000. D'une façon générale, un pays devient un pays développé, des pays riches, à partir de 20 000 dollars américains. Ce sont des dollars américains. Et par cette définition, tous les pays de l'Europe de l'Ouest, et même le Portugal, l'Espagne, la Grèce, le Malte, tous ceux ont plus de 20 000. Alors, le Japon, 34, l'Allemagne, excusez-moi, on a dû écrire l'Allemagne là, les États-Unis, et on voit Singapour à 57 000. Regardez Honduras, c'est le pays le troisième le plus pauvre de tous les continents américains, après l'Haïti et le Nicaragua. Et on voit cette immense différence en plus ou moins revenu par tête. C'est la quantité d'argent qu'en moyenne, chaque Français, chaque Japonais, chaque Allemand, chaque Américain, chaque Hondurien, chaque Singapourien ont eu pendant toute l'année. Alors, toute l'année, en moyenne, c'est une moyenne, évidemment, il y a des grandes différences entre la population, mais c'est une moyenne. Et on regarde que le Singapour est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche que tous les autres pays avant, et que ce soit européenne, américaine ou asiatique. Et le Singapour a fait des énormes efforts depuis longtemps, même avant qu'on parle de changement climatique, parce que le Singapour, pour avoir une idée, en Allemagne, en France, en des pays comme ça, et la quantité de personnes, on revient dans le studio, et la quantité de personnes par kilomètre carré, c'est 200, 250, 300, ça dépend à peu près. Ça dépend de quel pays européen on parle, mais plus ou moins quelque part. En Honduras, on a beaucoup de terres, on a à peu près 60 personnes par kilomètre carré. Aux États-Unis, il n'y a que 30, ils ont encore plus de terres. Mais au Singapour, c'est 7 000 personnes par kilomètre carré. Et bien évidemment, ils ont été forcés par la force des choses à faire depuis très longtemps des énormes efforts pour ne pas polluer leur petite île de juste 700 km². Et ils ont réussi à avoir, en fait, Singapour, la ville, c'est la ville la plus propre du monde. Et on arrive à respirer, c'est pas du tout quelque chose pollué comme la Chine, comme Pékin, comme Shanghai, du tout. Et on respire de l'air, on peut pas dire pur, mais enfin, un peu une ville comme ça, on dirait que pur. C'est ce qui nous montre qu'un pays peut faire des dépenses encore plus grandes qu'en proportion au produit national brut que celles que les pays européens ont fait jusqu'à maintenant, parce que le Singapour a fait des dépenses plus grandes, et tout de même avoir des taux de croissance impressionnants, parce que systématiquement, depuis les années 60, le Singapour a eu des taux de croissance beaucoup plus rapides que tous les pays européens, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest.
Et on voit à ce niveau, ils ont zéro chômage depuis les années 70. Zéro chômage systématiquement. C'est une situation que la France a seulement expérimenté une fois dans la vie, c'était dans les années 60. C'est pour ça qu'ils ont importé, la France a importé tellement des ouvriers maghrébins. Mais le Singapour, c'est permanent. Personne n'a jamais peur du chômage ou des sous-emplois. Et 30% de la population sont étrangers avec un permis valable. C'est pas, bien sûr qu'il y a des gens au noir là, mais l'immense majorité a un permis valable qu'ils l'ont obtenu même de leur pays d'origine, la Malaisie, l'Indonésie, par la plupart. Et alors, impossible d'obtenir le meilleur du possible monde. Et normalement, forte protection de l'environnement avec d'autres taux de croissance forts et niveaux de richesse beaucoup plus élevés qu'ils ont les pays de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord. Alors, on fait une petite pause ici et après, on continue. Alors, on est de retour et on parlait justement de cette question. Les choses sont pas blanc-noir. Moi, j'ai pas jamais pris une position quand j'étais adolescent. Oui, mais pas plus maintenant, depuis longtemps. J'ai vu que la droite et la gauche n'arrivent pas à présenter des corrélations statistiques. Les statistiques de presque n'importe quel pays du monde, ils font pas parallèle avec les thèses des deux. Et néanmoins, ce sont des idées que les deux qui circulent dans le monde, partout dans le monde, et on essaye de transmettre un message strictement scientifique que la science demande des corrélations constantes, des relations cause-effet. Il n'y a pas. Et la droite, néanmoins, qu'ils ont meilleur histoire en ce qui concerne des taux de croissance que la gauche partout dans le monde. Néanmoins, ils ont tort. Un pays, les taux de croissance ne deviennent plus longs s'ils investissent plus, ou même beaucoup, ou même énorme, dans l'environnement. Et surtout dans la diminution des gaz à effet de serre. Il n'y a pas une corrélation. Et la gauche a aussi doit laisser tomber un peu ces idées de redistribution parce que ça n'accélère pas les taux de croissance et divague l'attention des choses énormément importantes comme c'est le problème de l'environnement, des changements climatiques. Que c'est une chose qui menace l'humanité d'une façon et que même la première et la deuxième guerre mondiale l'a pas menacée de cette façon si massive et globale. Alors on a besoin d'être plus discipliné. Ici en Honduras, comme je vous ai dit, il n'y a même pas une discussion sur le sujet. Mais on est capable de changer la direction des discussions parce que dans les 3 dernières années, on l'a fait. Mais avant de passer à ça, on veut continuer à vous montrer comment est-ce que des pays encore plus développés que celles de l'Europe de l'Ouest peuvent atteindre des taux de croissance mais spectaculaires, des choses incroyables. Alors, on voit on vous montrer les prochaines statistiques et on veut vous montrer ces statistiques et regardez produit intérieur brut. Ça, c'est juste les taux de croissance de l'année 2010. Hein? C'est pas un niveau de richesse ou produit intérieur brut par tête. Non, c'est juste les taux de croissance que ces pays ont eu dans l'année passée. Dans l'année 2010. Alors, regardez, c'était une année étonnant qu'il y a eu une récession, une dure contraction en 2009. On s'attendait des taux de croissance forts. Mais non, les pays de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis, le Canada, le Japon, rien du tout. On parle de l'Allemagne comme la locomotive, mais ce sont des taux de croissance faibles.
et il ne compense pas le négatif 5, par exemple, que l'Allemagne a eu en 2009. Et le même pour la France, ça ne compense pas la dure récession de 2009. Alors, regardez le Singapour, 14,7, presque 15% annuel. Singapour a tombé dans une récession en 2009, hein, mais aucune Singapourienne est tombée au chômage parce qu'ils ont tout simplement renvoyé chez eux quelques Malaisiens et Indonésiens qui avaient des postes de travail là et que les aussi enfermaient, et puis ces postes en étaient pour des Singapouriens. Alors les Singapouriens, ils n'ont souffert rien du tout cette négative 3 que le Singapour a souffert, cette contraction de 3% du produit intérieur brut en 2009. Alors, mais aux années suivantes, il a récupéré complètement, et la moyenne de ces 2 années, c'est impressionnant. Regardez, un pays beaucoup plus développé et qui protège l'environnement encore plus que les pays de l'Europe de l'Ouest, et ils ont des taux de croissance qu'aucun pays de l'Amérique latine, presque aucun pays de l'Afrique, soit du Nord, subsaharienne, ont eu en 2010. Alors, vous voyez, ce n'est pas une question de qu'un pays pauvre a plus de besoins et pourtant il peut avoir une croissance plus forte. C'est un argument qui n'a pas une base scientifique. Les statistiques, ni en l'année 2010, ni dans aucun moment de l'histoire, dans les dernières 100 ans, par exemple, ont présenté une corrélation. Ce sont des idées qui sortent de nulle part. Quelqu'un qui est censé être très crédible commence à le dire, après tous les autres, qui évidemment sont moins intelligents, commencent à la répéter comme les animaux qui suivent l'animal alpha, même s'il n'y a pas aucune raison logique. Alors, on retourne à l'étude et on voit ces situations. Alors, un pays n'a pas besoin d'être pauvre pour avoir une croissance forte, et il n'a pas besoin de s'abstenir de protéger l'environnement et lutter avec énorme détermination contre les changements climatiques parce qu'il est en voie de développement. Et comme Honduras, comme le Nicaragua, comme le Guatemala, comme le Salvador, et aussi jusqu'à un certain point, aussi le Costa Rica et le Panama, en Amérique centrale. Et les gens en France, ils connaissent mieux la géographie qu'aux États-Unis, mais non, moi, j'étais une fois au Singapour à faire des recherches justement sur la performance économique de ces pays. Et là, personne ne savait où, enfin, les personnes des douanes à l'aéroport de Changi en Singapour, personne ne savait où se trouvait l'Honduras. Et ils se croyaient qu'ils étaient un passeport faux parce qu'ils n'identifiaient même pas le pays, quoi. Alors, c'était bête, un raisonnement bête, parce que si quelqu'un fait un passeport faux, pourquoi pas le faire de la France, de la Suisse, de l'Allemagne? Il ne va pas s'inventer un pays. Hein. Mais bon, quoi que ce soit, le fait c'est que c'est ce qu'ils ont cru. Et alors, on veut vous montrer des photos où est-ce qu'on se trouve en Amérique latine. On se trouve justement au milieu du continent américain, juste entre les deux masses de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et les photos, s'il vous plaît, les photos. Et alors on voit, ce sont à peu près ces 7 pays. Et il y a les Belize, on va pas essayer de transformer la mentalité des gens au Belize parce que là, ils ont été une ex-colonie britannique et ils parlent anglais. Alors, nous, diffusion, on attend les faits en espagnol et c'est la langue du Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Tous des colonies de l'Espagne
pendant plus de 300 ans. Alors, c'est une petite morceau de terre entre les deux grands morceaux de terre dans le continent américain. Et on veut vous montrer des photos des photos des forêts des Honduras et l'Amérique centrale. On les voit et ils sont très... Et on vous montre ce qui reste. Hein. C'est comme la moitié de toutes les forêts quand les Espagnols ont débarqué pour la première fois au début du XVIe siècle, pour être précis, en Honduras dans l'année 1502. Et on a alors on va faire une petite pause et après on revient. Et alors on s'arrête ici. Alors on est à retour et on était en train de me montrer des photos, de montrer des photos des forêts tropicales dans ces régions du monde, de l'Amérique centrale, et parce que ces forêts sont beaucoup plus importantes que les forêts de n'importe quelle autre région du monde, parce que c'est plus dense, la végétation, alors la production d'oxygène et la captation des dioxydes de carbone et de ces terribles gaz à effet de serre, et c'est plus grand et aussi parce que ça c'est plus ou moins la meilleure pharmacie du monde et à peu près 50% de tous les produits pharmaceutiques dans le monde sont dérivés des plantes et jusqu'à certains points aussi des animaux et il y a la biodiversité, la quantité d'espèces de plantes et animaux dans ces régions tropicales du monde. C'est les régions tropicales couvrent juste 6% de toute la planète, mais ils représentent plus de 50% du total des espèces, des plantes et des animaux. Et il y a un énorme potentiel pour trouver un bon jour, j'espère prochainement, un vaccin ou une cure définitive contre le cancer ou l'arthrose ou le diabète ou la diabète ou le Parkinson, ou l'Alzheimer, ou le sida, ou tellement de maladies qu'on ne peut pas soigner jusqu'à maintenant et qu'on arrive qu'on pourrait arriver et on ne peut pas, chaque année, à peu près 30 000 espèces de plantes et d'animaux disparaissent pour toujours de la face de cette planète et la plupart de ces destructions se produisent ici, dans les forêts tropicales, que ce soit dans l'Amérique latine, dans l'Afrique du centre, l'Amérique septentrionale, ou au sud-est asiatique, où il y a les forêts tropicales les plus importantes du monde. Alors, la plupart des destructions, ça se fait ici. Et alors, il faut arrêter ça parce que ça contribue en rien à accélérer cette haute croissance économique. Et on le voit dans les dernières surtout 3 décennies, en Amérique centrale, on a vu la plus accélérée destruction des forêts et néanmoins les taux de croissance étaient à peu près 3% annuels. Dans les années 50, 60 et 70, quand la destruction était beaucoup moins lente, disons beaucoup moins grave, les taux de croissance en moyenne de cette 6 pays de l'Amérique centrale étaient de presque 5%. Alors, on voit qu'il n'y a pas aucune corrélation à long terme. Pas seulement ici, en Amérique, mais dans tas d'autres pays, on voit cette absence, cette manque de parallélisme. Alors, c'est pas vrai qu'en déboissant, en éliminant toutes ces forêts, on est en train de manger mieux. C'est faux. C'est faux, tout simplement l'idée, c'est complètement faux. Les statistiques ne soutiennent pas cette thèse. Alors,
on est en train de montrer les photos. On veut continuer à montrer les photos. Alors, on continue. Et ce sont des forêts d'Honduras et l'Amérique centrale. C'est ce qui en reste. À peu près 50% en reste. Et on le voit, ils sont très, très, très importants quand on les voit, mais surtout quand on est là, encore plus. Et ce sont des forêts très denses et ils sont très utiles. Il y a énormément de choses utiles là-bas. Mais on regarde cette situation et de plus en plus, ils disparaissent. Il faut que, si vous ne me croyez pas, il faut juste aller au Google Earth et vous allez voir que c'est comme moi, plus ou moins, et tellement des autres gens qui ont perdu des grands morceaux de leurs cheveux. Et il n'est pas encore... et c'est ce qui devient cette déforestation massive, cette déboisement atroce, systématique, causée par des petits paysans qui brûlent la forêt pour faire de nouveaux espaces pour faire des petites plantations. Et l'autre, c'est des grandes compagnies qui coupent. On estime que la moitié de tous les bois que l'Amérique centrale exporte, c'est exporté illégalement parce que le problème du tiers-monde, que des pots de vin sont à l'ordre du jour dans les douanes, les gens, les policiers, les militaires qui sont censés surveiller tout ça, ils sont facilement corrompubles parce que les salaires sont trop bas. Alors, c'est ce qu'on fait. La seule façon de régler ce problème, c'est accélérer le plus possible les taux de croissance économique pour faire monter tous les salaires, pour éliminer le chômage. Et simultanément, on peut le faire en changeant la production d'énergie au point où on revient, on voit cette destruction, c'est très fort, très accéléré, c'est très important, cette vue aérienne de la forêt, ici en Amérique centrale, en Amérique latine en général, l'Amazonie, on a vu plus tard de documentaires, je sais que vous avez aussi vu tas de documentaires, mais l'Amérique centrale, on n'est pas aussi... En Europe, aux États-Unis, on ne fait pas autant de documentaires sur cette région, même si elle est presque aussi importante que l'Amazonie. Alors, on retourne. Alors, on voit cette situation. C'est très dramatique. Et c'est très violent aussi, des efforts pour... diminuer, ont été trouvés. Il y a des journalistes, plusieurs, qui ont été assassinés par des... Honduras a eu en 2010 le taux d'homicide des journalistes par tête le plus élevé dans le monde. Le Mexique, c'était pas le plus élevé. Il y a eu une quantité plus grande au Mexique parce qu'ils ont une population de 112 millions d'habitants. Mais ici, en Honduras, il y a 8 millions. Et par tête, il y a eu beaucoup plus. Hein. C'était aussi lié à des autres questions. Il y a eu un coup d'État en 2009. Et bien sûr, ça... Mais... on a tué plusieurs journalistes parce qu'ils dénonçaient le déboisement de la terre. Alors, et on veut attaquer ce problème et on veut transformer la mentalité des Honduriens et des gens, de toute la population, de 40 millions d'habitants de l'Amérique centrale. Et parce que cette région, bientôt, ça va être complètement déboissé. La déforestation va laisser presque aucune. Ça va bientôt avoir l'équivalent de la tête de François Mitterrand, par exemple, presque complètement chaud. Alors, bientôt, on va avoir une situation comme ça. Et ça va avoir contribué à rien aux pauvres de ce pays. Ça va pas du tout diminuer, comme il n'a pas fait jusqu'à maintenant, à diminuer la pauvreté ou le chômage dans ce pays, n'a rien à voir.
Et justement, c'est ce qu'on veut. On veut faire convaincre. Alors, la question c'est, et par exemple, si cette année, 2011, on a vu le début des premières automobiles qui peut fonctionner avec des batteries électriques à 100%. La France va surtout sortir une nouvelle, avec l'Israël, une nouvelle voiture et complètement électrique, une nouvelle façon d'attaquer. Je crois que c'est la Renault qui va faire ça. Alors, bien, on applaudit ça, mais la question c'est qu'on voit tout de suite, par exemple, la Nissan et le Mitsubishi, qui depuis 2011 ont sorti des nouvelles voitures, 4 portes, à peu près pour 4-5 personnes, et ils ont un prix 3 fois plus élevé que la même voiture, parce qu'ils ont utilisé la même structure des autres voitures qui font des sens normales. Ils ont un prix 3 fois normal. Quand une technologie c'est nouvelle, les coûts de production sont beaucoup plus élevés pour tous les dépenses qu'on fait en recherche et développement. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que même dans un pays développé, ça fait réfléchir 2 fois. Même à la classe moyenne, si on veut acheter un truc comme ça qui a 3 fois plus, qui est 3 fois plus cher qu'une voiture d'essence. Encore plus, ça fait réfléchir encore plus dans un pays en voie de développement pauvre comme celle de l'Amérique centrale, Alors, pour qu'on puisse substituer toute une nation, la flotte véhiculaire, la flotte d'automobiles, des camions, etc., et on peut le faire, on sait que la technologie existe déjà, mais si on fait monter les taux de croissance le plus possible pour atteindre les données de la Chine, de Singapour et des tas d'autres pays, je ne veux pas vous ennuyer ici avec tas d'autres pays, mais juste pour dire une chose, il y a des pays en voie de développement, comme la Guinée équatoriale, dans les dernières 20 ans, elle a eu un taux de croissance encore plus rapide que celle de la Chine, même si en 1990, par exemple, 89, pour dire une chose, était parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est déjà un pays développé presque, bon, en tout cas selon les statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de Banque africaine de développement. Et alors, ils ont eu un taux de croissance comme des 16% annuels dans ces 20 ans. Alors, ce qu'on veut venir, c'est que c'est pas une chose culturelle. Les pays, n'importe quel pays peut, c'est ce que les données historiques nous disent, n'importe quel pays peut attendre des données spectaculaires et il n'y a pas besoin de réchauffer le climat, la température mondiale. Il n'y a pas besoin de continuer à faire des grandes émissions des gaz à effet de serre. On peut couper ça complètement, mais on peut accélérer ce taux de croissance et on peut le faire simultanément en diminuant ces gaz à effet de serre. Alors, est-ce que c'est possible pour ces pays bons et que les politiciens vont faire attention à ce qu'ils disent? Bien sûr, je suis revenu en Honduras il y a 3 ans, début de 2008. J'ai passé à peu près 15 ans en Suisse, presque tout le temps à Genève, et une année en Allemagne, à Munich, une année à Londres et une année en Espagne, en île Canaries. Justement, on lisait hier, justement, que dans une de ces 7 îles du archipel des Canaries, l'île du fer, El Hierro, comme il est appelé en espagnol, à partir de 2013, ils vont éliminer presque complètement leur empreinte des gaz à effet de serre. Jusqu'à maintenant, ils faisaient toute leur électricité avec diesel, et puis ils vont le faire juste avec vent et avec l'eau. Et toute la flotte véhiculaire va rester substituée par des voitures électriques. Et ça va être les morceaux de terre dans la planète les plus verts. Alors, je vous assure que ça ne va pas entraîner des coûts, des diminutions. Et s'il y a une diminution dans le taux de croissance, ce n'est pas à cause de ça, c'est une autre variable. C'est ce que les données du tas de pays du monde nous montrent,
qu'investir plus dans l'environnement ne diminue pas les taux de croissance. Il peut coïncider avec une diminution, mais ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause d'une autre variable, d'un autre facteur. Alors, où est-ce que veut venir? Est-ce qu'on se sent capable de transformer la politique de Honduras et de l'Amérique centrale? On va vous expliquer tout de suite, après de cette petite pause, pourquoi on a cette capacité, pourquoi on a déjà prouvé avoir la capacité, les arguments et une capacité de persuasion aussi forte qui est capable de transformer la mentalité des politiciens qui ne sont pas du tout intelligents et qui sont incroyablement corrupts. Alors, quand on revient, on vous explique ça. Alors, on veut vous expliquer ça. On est revenu il y a 8 ans, il y a 3 ans, au début de 2008, et on a incursionné pour la première fois. On a débuté dans la télé. On ne l'avait jamais fait. Je me suis passé à faire la recherche scientifique, surtout sur quelle est la cause de la croissance économique, parce que aucune économiste n'a jamais déchiffré ça, jamais. Enfin, si quelqu'un vous raconte quelque chose d'autre, il vous raconte n'importe quoi. Alors, on est revenu et on est incursionné dans la télé. On a commencé à parler et à expliquer comment, par exemple, le Singapour et Hong Kong, c'était un meilleur modèle de développement pour Honduras que les États-Unis, que c'est le pays que tout le monde a dans la tête ici, en ces pays, parce qu'Honduras exporte comme 70%, 70% de toutes ses exportations vers les États-Unis. Bon, c'est un pays qui est important n'importe où dans le monde, mais quand on est situé aussi géographiquement proche d'eux, c'est encore le poids de ces pays, c'est encore plus fort. Bon, alors la question c'est que j'ai répété ça. J'ai maintenant 2 petits programmes. J'ai à peine 2 heures presque par semaine à la télé. Et puis j'ai apparu aussi comme invité dans des autres chaînes de télé en Honduras. Il y a plusieurs. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrivé à avoir plus de temps parce que la plupart des chaînes, la quantité de gens qui me regardent, c'est plus élevé que n'importe quel autre programme, même des films de cinéma, même films de cinéma américains, des séries de télé très nouvelles américaines. Même ça, on me regarde plus. Mon taux et des gens qui me regardent est beaucoup plus élevé que même le football, que c'est une passion, que c'est une obsession pour les Honduriens. Alors, où est-ce que je veux venir, c'est que tout le monde fait énormément attention à ce que je dis. J'ai répété sans arrêt que le meilleur modèle à suivre, c'était Singapour et Hong Kong, et pas les États-Unis. Ou qu'un autre pays, de fois, on fait allusion à des pays comme le Mexique ou le Venezuela, ou tout comme ça, que ce soit la gauche ou la droite. Mais bon, ils s'inspirent un peu sur ces pays. Mais j'ai fait l'accent sur quand j'ai venu ici, personne ne savait même où se situait les Singapour. Je veux dire des politiciens. Je ne parle pas de la population, bien sûr, qui ne sait pas, la plupart ne sait même pas lire et écrire, mais bon, pas la plupart, mais un grand monceau à peine savent lire et écrire. Et la question, c'est que j'ai changé le discours. Et les pays viennent passer, au début de 2011, une loi révolutionnaire, mais révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, à tel point qu'ils ont changé 2 articles de la Constitution pour pouvoir faire une chose parce que le changement était trop radical. Ils ont passé une loi qui fait des petits morceaux de territoire en Honduras et qui vont être des Singapour, des petits Singapour, qui vont être sous la juridiction, hors de la juridiction du gouvernement hondurien. Pourquoi? Parce que ces gouvernements sont trop corrupts,
sont trop incompétentes, ineptes. Alors, ils ont dit, on va donner ces morceaux de terre à des gens dans des pays développés qui sont plus disciplinés pour le travail, disons, plus éduqués, etc., qui n'ont pas corrompu, etc., qui n'ont pas l'habitude de demander de poudre à vin pour n'importe quel effort qui fait une entreprise, par exemple, pour se constituer, ou pour exporter, ou pour n'importe quoi, vont essayer d'imiter la situation qui existe au Singapour, Hong Kong, et qui a existé depuis le moment de l'arrivée des Britanniques qui l'ont constitué comme une colonie. Alors, on va permettre qu'une monnaie différente, comme les dollars américains, circule dans ce territoire. On va permettre qu'une langue différente, c'est la langue officielle, comme l'anglais, par exemple, etc. Et des choses comme ça. Ça va être des juges nommés par des autorités étrangères, qui que ce soit, je ne sais pas. Peu importe. Le point, c'est que ça veut dire que dans ces morceaux de terre, ils ne vont plus être capables, les corrupts politiciens honduréens vont être capables de demander des peu de vin, des poudres de vin. Alors, je veux dire, c'est une perte de potentiel argent pour eux. Mais mes arguments ont dépliqué. Je n'ai pas un sou, je n'ai pas d'argent, je suis un scientifique, j'ai fait 7 titres universitaires, chacun la moitié de temps, mais je n'ai pas un sou. Et la recherche scientifique, c'est comme ça, et le résultat, c'est que je ne peux pas avoir mon propre chaîne de télévision, et je demande aux gens du reste du monde qui nous aident à construire une chaîne de télévision pour nous concentrer sur cette vision, parmi laquelle un pays comme les 6 de l'Amérique centrale peut attendre des taux de croissance très forts en faisant une gigantesque protection de l'environnement, une géante augmentation, parce qu'il n'y a presque rien, bon, le Costa Rica et le Panama, un peu, mais il n'y a presque rien dans les autres, protection des forêts surtout, qui sont en train d'être détruites d'une façon accélérée, d'une façon incroyable. Alors, on a changé complètement la dynamique de la discussion. Les gouvernements a dit en plusieurs reprises qu'ils étaient en train, quand ils essayaient de se justifier de pourquoi faire une loi si radicale, parce qu'il y a eu tellement des opposants des gauches, bien sûr, des gauches, mais aussi de la droite nationaliste qui disent comment est-ce qu'on va donner un morceau de territoire des étrangers, mais vous êtes fous, qu'il n'y a pas d'honneur national, blablabla, des trucs comme ça. Alors, le gouvernement a utilisé mes arguments pour dire, écoutez, notre but fondamental, ça devrait être le but de tout Hondurien, de tout gouvernement, faire sortir le pays de la pauvreté et du chômage. Alors, Singapour et Hong Kong l'ont fait sans aucune ressource naturelle. Honduras a plein de ressources naturelles et ils n'avaient absolument aucune, au point qu'ils n'ont même pas une agriculture, et tout de même, ils mangent très bien, ils vivent très bien, ils ont un taux de criminalité le plus bas du monde, beaucoup plus bas que n'importe quel pays européen. Et alors, c'est vraiment un modèle à suivre. Alors, on va faire cette situation extrême parce que on n'arrive pas à s'en sortir. Mais pas tout le monde ça. Depuis mon arrivée, quand je suis arrivé, 70% de l'électricité en Honduras s'est fait avec des carburants, avec du pétrole. Alors, c'est énormément endommageant pour l'environnement, ça cause dioxyde de carbone, des grandes émissions de dioxyde de carbone. Et la seule idée qu'ils avaient dans la tête, c'est de faire de plus des reprises hydroélectriques, et j'ai introduit l'idée que dans un pays tropical, comme les reprises hydroélectriques qu'on a déjà, ils produisent trop de méthane, parce que quand on couvre cette végétation avec de l'eau, ils meurent, et cette poudrition, cette plante morte produisent des méthanes.
et le méthane est 20 fois plus, ça contribue 20 fois plus à réchauffer l'atmosphère de la Terre que le dioxyde de carbone mesuré dans une période de 100 ans à peu près. Bon, alors la question c'est que il faut changer et il vient de passer une loi aussi qu'il essaye de changer la quantité, que ça soit une minorité ce qui est produit par carburant et que ça soit une majorité par represse hydroélectrique. Et plusieurs de ces projets sont plus de faire une grande espèce de sarcophage et puis le couvrir d'eau pour après bouger les turbines et pourtant de faire des émissions de méthane. Et c'est d'une autre façon qui fait pas des émissions de méthane. Et ils ont fait aussi le premier parc éolique dans l'histoire d'Honduras. Et avant que j'arrive ici, personne ne parlait d'énergie éolique, d'énergie photovoltaïque ou des problèmes du méthane ou les éliminations. Alors, on arrive jusqu'ici, on n'a pas eu assez de temps, on va essayer de poster des autres vidéos plus tard, mais dans les conditions actuelles, on a énormément de limitations et on espère que quelqu'un on va nous aider à faire parce que la télévision a un pouvoir énorme et j'ai déjà montré avec très peu de ressources que je peux changer la vision du monde alors j'espère compter avec votre aide et je vous souhaite le meilleur. Il y a quelques jours aux États-Unis, on a vu des tornades, des fortes ventes au centre du pays qui ont été plus meurtrières que n'importe quel autre depuis 1925. Alors, on voyait en Amérique centrale une progressive diminution. Par exemple, si on prend des statistiques comme par exemple de 1950 jusqu'à les années 80, début des années 90, on a vu une diminution progressive des quantités de morts qui, par exemple, un orcan dans l'échelle 3 ou 4, 5 tués. Mais à partir des années 90, on a vu une augmentation sur la quantité de gens. Et le normal, ça aurait été que ça aurait continué à descendre parce que c'est bien vrai que les pays de l'Amérique centrale sont des pays pauvres, pas tous, mais en tout cas le Costa Rica, le Panama, qui sont ceux qui ont le niveau de vie, la moyenne, le revenu par tête le plus élevé. Ils sont tout de même pas des pays riches, mais des pays de revenus moyens, et pas des pays du tiers-monde comme le Nicaragua, l'Honduras, le Salvador, le Guatemala, mais ils n'ont pas non plus des pays riches, des pays développés. Alors, on voit que la tendance normale pour n'importe quelle sorte de pays en voie de développement, au pays du revenu moyen, au pays développé, c'est que avec le passage du temps, on a vu une diminution de la quantité de meurtres par Orcan, par exemple. Mais on vient de voir que ça a changé la direction. Et aux États-Unis, on vient de voir ça, un pays très développé, et néanmoins a eu une quantité de morts, cette tornade, enfin, plus fort qu'auparavant. On estime qu'elle était encore plus fort que celle de 1925. Celle de 1925 était un problème plutôt du moment dans leur histoire qui était encore un pays relativement sous-développé. Pour l'époque, il était parmi les pays les plus riches du monde, mais relatif au développement d'aujourd'hui, c'était des revenus plus bas. Et pourtant, les maisons étaient construites avec une technologie moins forte que celle d'aujourd'hui. Néanmoins, et on voit ces destructions au niveau mondial de plus en plus. Alors,
Où ce qu'on veut en venir, c'est qu'en Amérique latine, surtout en Amérique centrale, et ces 4 pays les plus démunis, les plus pauvres, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, et comme ils sont les plus pauvres, les questions de l'environnement, les questions des déboisements, des déforestations, sont des questions qui ne prennent pas la priorité dans la discussion. Mais on est intéressé à le rendre les discussions, le sujet le plus important. Moi, j'ai fait des études, pas en France, mais juste à côté, à Genève, en Suisse. J'ai passé de très longues années là. J'ai fait un diplôme, un doctorat en relations internationales à l'Université de Genève. Et j'ai fait un postdoctorat en histoire économique aussi à l'Université de Genève. Et aussi un postdoctorat en histoire économique à l'Université Ludwig Maximilian au Munich, en Allemagne. On a fait des énormes études. Moi, j'ai aussi publié 3 livres en New York avec des très prestigieuses maisons d'édition académiques dans le sujet plutôt des économies, croissance économique. J'ai développé de nouvelles idées sur des nouvelles concepts sur politiques économiques qui pas seulement sont capables d'accélérer les taux de croissance économique considérablement, mais aussi le faire d'une façon qu'il n'y a pas ou presque aucun dommage pour l'environnement. Alors, on veut changer la dynamique de la discussion politique en Amérique centrale. Et pour ça, on a besoin de développer une chaîne de télé qui se concentre ça serait la chaîne du changement climatique. Bien sûr, en notre discours, notre programme, ils seront en espagnol, c'est la langue locale. Mais on va poster, on va être en Internet et on attend, on espère qu'il y en aura des gens en France, en Europe, au Québec, en Belgique, aux États-Unis et partout dans le monde où il y a une prise de conscience environnementale et surtout du changement climatique. Et on espère qu'ils vont nous aider. Alors, où est-ce qu'on veut en venir, c'est qu'on a une grande capacité pour changer la dynamique de la discussion. Moi, j'ai aussi fait 3 licences en économie, en droit et en philosophie. J'ai fait chacune de mes études dans la moitié du temps normal. J'ai battu le record dans l'histoire de l'Université de Genève à faire un diplôme, un doctorat dans la plus courte quantité de temps. Le normal, c'est 5 ans au plus, la maîtrise et le diplôme et le doctorat, mais je fais absorber le dioxyde de carbone, que c'est les gaz à effet de serre le plus problématique, le plus menaçant, parce que c'est ce qui est émis dans plus grande quantité à niveau mondial. Alors, c'est une situation vraiment dramatique. Honduras et la région de l'Amérique centrale s'est déclarée récemment en 2010 cette conférence au Danemark sur les changements climatiques a classifié Honduras avec 2 autres pays du monde comme celui qui a plus de risques pour les anomalies violentes qui de plus en plus prend la nature, sécheresse plus dure, de plus en plus, des ouragans, aussi des pluies diluviennes qui de plus en plus touchent, détruisent la production agricole, détruisent les maisons, surtout des personnes les plus démunies dans ce pays, les paysans, et tue énormément de gens. Le dernier grand ouragan en 1998, Honduras a tué comme 14 000 personnes et en Nicaragua a tué comme 10 000. C'était l'ouragan Mitch. Et des pistons, même des
des pluies normales, ils font de plus en plus de ravages dans tous les aspects, mais aussi les sécheresses deviennent de plus en plus fortes. Alors, c'est des situations qu'on voit partout dans le monde, des fluctuations plus violentes de la nature, et sont en train de, justement, il y a... Bonsoir, mon nom c'est Carlos Avillon. J'ai beaucoup de collègues. On essaye de fonder un canal de télévision qui se concentre dans le sujet des changements climatiques, le réchauffement de la planète. On est basé en Honduras, en Amérique centrale, et on est très concerné parce que depuis très longtemps, il y a eu un considérable déboisement de la forêt tropicale de cette région. Et de la région de l'Amérique centrale, et Honduras, c'est le pays le plus qui a le plus souffert de déforestation, et on estimait qu'à peu près 50% c'est estimé, plusieurs études, tout simplement les observations que n'importe qui peut faire avec les photos de Google Earth et de Google Monde, et dans l'Internet, il peut voir ces photos satellites, comment il y a la plupart, en tout cas en Honduras surtout, mais aussi des autres pays voisins, surtout le Guatemala, El Salvador, le Nicaragua, sont énormément touchés par la déforestation. Évidemment, la déforestation a un effet très négatif sur le réchauffement de la planète, sur l'augmentation de la température globale, parce que les forêts en général, mais surtout les forêts tropicales, ils sont capables de fixer des espèces